Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette interview. En République démocratique du Congo, la peine de Vital Kamerhe, condamné pour corruption après avoir été le principal allié de l'actuel président de la RDC, a été réduite mardi en appel de 20 à 13 ans de prison. Ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe avait été condamné à 20 ans de travaux forcés il y a tout juste un an, avec deux co-accusés dans un procès anticorruption sans précédent qui avait passionné les Congolais. Candidat aux dernières élections présidentielles en République démocratique du Congo, il s'était désisté au profit de M. Tshisekedi, les deux hommes ayant conclu un accord politique prévoyant que M. Kamerhe soit candidat à la prochaine élection de 2023. M. Kamerhe clame son innocence et ses avocats dénoncent une justice expéditive. Quelles sont les chances pour M. Kamerhe de s'en sortir? Élément de réponse avec notre invité, Maître Adolphe Mopotu Mogbaya, qui est avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il nous joint en direct de New York. Merci beaucoup, Maître Adolphe, d'accepter de répondre à nos questions aujourd'hui dans cette émission. Alors, la première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce qui s'est passé pour que la peine de M. Kamerhe soit revue à la baisse? Pouvez-vous nous expliquer à quoi ça ressemblait ce procès en appel? Oui, la première chose qu'il faudrait comprendre, c'est que, comme tu l'as si bien dit, c'est un procès en appel qui est au premier degré, c'est-à-dire au niveau du tribunal des grandes instances, où il a été reconnu coupable et condamné à 20 ans de travaux forcés. C'est la raison pour laquelle, n'étant pas satisfait de la décision du premier juge, M. Vital Kamerhe ainsi que les autres co-prévenus sont allés en appel au niveau de la cour d'appel. Et le procès en appel a bel et bien eu lieu. Et à l'issue de ce procès, Vital Kamerhe a vu sa peine être confirmée, c'est-à-dire qu'il a été reconnu coupable des infractions pour lesquelles il a été accusé. Et les condamnations ont été confirmées, bien que ces condamnations ont été réduites quant à leur taux. C'est-à-dire qu'au premier degré, au niveau du tribunal des grandes instances, il a été condamné à 20 ans de prison, mais au niveau de la cour d'appel, l'arrêt ou la décision de la cour d'appel a réduit le taux de la peine de 20 à 13 ans de travaux forcés. Mais ce qui a d'essentiel à retenir, c'est qu'il a été reconnu coupable des faits qui lui ont été reprochés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement qu'est-ce qui a réduit cette peine? Oui, ce qu'il faudrait comprendre ici, c'est que les infractions des détournements qui ont été mises à charge de M. Kamerhe ont été retenues, c'est-à-dire qu'il a été doublement poursuivi pour détournement, d'abord concernant le montant de 48 millions de dollars américains, mais aussi concernant le montant de plus d'1 million de dollars par rapport à l'autre prévenu, M. Mouima. Et ces deux préventions qui constituent la même infraction de détournement, ces charges ont été retenues et confirmées au niveau de l'appel. C'est ce qui fait que M. Kamerhe est condamné d'abord à 12 ans, je pense. Ça, c'était au niveau du premier degré. Et après, il y a le cumul qui a été calculé par rapport aux deux faits qui lui sont reprochés, c'est-à-dire les deux détournements par rapport aux 48 millions et par rapport à 1 million de dollars. Et deux fois condamné pour l'infraction de détournement, ce qui fait que la somme de ces deux peines ont fait qu'il puisse se retrouver à 13 ans de travaux forcés. Et donc, ici, il faudrait relever que les peines liées à son inéligibilité sont des peines supplémentaires qui sont ajoutées parce qu'il s'agit d'un homme politique d'abord et comme il a été sanctionné par rapport au fait qu'il est agent de l'État et donc directeur du cabinet du président de la République ayant été poursuivi pour les faits de détournement. C'est la raison pour laquelle une peine supplémentaire qui tient compte du fait que c'est un politicien a été ajoutée à la peine prévue quant à l'infraction des détournements. Les juges auraient dû se limiter à le condamner simplement à des peines de travaux forcés
mais ils sont allés au-delà parce que il s'agit d'une personnalité politique et d'un agent de l'État, parce que l'infraction de détournement ne tient que par rapport à la qualité de la personne qui le commet. C'est par rapport à cela qu'on peut justifier cette peine supplémentaire de son inéligibilité, qui au départ au niveau du premier degré avait été de 10 ans, mais cette peine s'est vue être réduite à 5 ans d'inéligibilité, mais cela va commencer à courir à l'expiration de la peine de 13 ans de travaux forcés. C'est à ce moment-là que M. Vital Kamerhe pourra redevenir éligible. Si on fait la somme, c'est-à-dire qu'il faut faire 13 plus 5, ce qui ferait 18. Donc, c'est après 18 ans que M. Vital Kamerhe pourrait redevenir éligible si la situation en restait là. Est-ce qu'à ce stade, on peut dire que les pommes sont cuites pour M. Kamerhe ou il a encore d'autres possibilités de recours? Ce jour, en dépit du fait que la est confirmée au niveau de l'appel, M. Kamerhe reste encore présumé innocente, ou du moins parce qu'il y a une autre voie des recours qui s'ouvre à lui. C'est-à-dire que M. Kamerhe peut aujourd'hui décider dans un délai de 40 jours à dater du prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel sur la confirmation de sa condamnation. Il peut aller en cassation, c'est-à-dire qu'il peut se pourvoir en cassation pour solliciter de la Cour de cassation que la décision qui a été rendue au niveau de la Cour d'appel soit annulée ou carrément cassée. Et donc, il y a encore de l'espoir par rapport à Vital Kamerhe, qui a une énième voie, la dernière, pour essayer de se faire innocenter. Alors, supposons qu'il décide d'y aller. Quelles sont les raisons qu'il pourrait avancer pour demander pour faire ce recours? D'emblée, il faudrait savoir que le pouvoir en cassation ne va pas statuer sur le fond de l'affaire. C'est-à-dire que si aujourd'hui Vital Kamerhe, dans le délai de 40 jours, décide d'aller en cassation, ça ne sera pas pour restatuer sur le fond de l'affaire. C'est-à-dire qu'au niveau de la Cour de cassation, on ne va pas interroger Kamerhe sur les détournements. On ne va pas statuer sur les infractions pour lesquelles Vital Kamerhe a été condamné. Il s'agira simplement, pour la Cour de cassation, de pouvoir statuer sur la question de la violation de la procédure au cours des procès, des différents procès qui ont eu lieu contre Vital Kamerhe. C'est-à-dire que la Cour d'appel ne statue pas sur le fond du dossier. La Cour d'appel statue sur la procédure, essayer de voir s'il y a eu violation. Mais naturellement, c'est à Vital Kamerhe d'apporter ces éléments, de démontrer qu'au cours du procès pénal dont il a été l'objet, il y a eu vice de procédure, il y a eu des règles de procédure qui ont été violées par les différents juges, tant au niveau du premier degré qu'au niveau du second degré. Et donc, c'est clair que Vital Kamerhe doit apporter des éléments qui attestent qu'au cours de ce procès, il y a eu violation de règles procédurales qui ont amené à sa condamnation. Alors, M. Kamerhe a été a été condamné pour détournement des fonds, corruption et corruption. Est-ce que, avec ces infractions, est-il éligible pour une grâce présidentielle, par exemple? Oui, il reste éligible à la grâce présidentielle. La grâce présidentielle est ouverte à toute personne condamnée et dont le jugement devient, ou la décision de justice devient définitive. Cela veut dire simplement qu'à ce stade, si M. Kamerhe ne décide pas d'aller en cassation, et après le 40 jours, la décision qui a été prise par la Cour d'appel deviendra définitive et aura acquis la force de la chose jugée. C'est ce qui voudra dire que M. Kamerhe deviendra automatiquement éligible à toute mesure de grâce présidentielle. Mais si M. Vital Kamerhe s'est décidé aujourd'hui d'aller en cassation, il va repousser à cette échéance parce que la cassation, c'est une procédure très lourde qui prend beaucoup de temps, en tout cas suffisamment de temps pour aller peut-être jusqu'à plus d'une année ou 2 années pour voir la Cour de cassation statuer et rendre sa décision sur les éventuelles violations qui seraient démontrées par M. Vital Kamerhe. Et donc, il y a deux possibilités, soit que Vital Kamerhe
accepte la décision et ne va pas en cassation. Et les jours à venir, le président de la République pourrait décider par une ordonnance présidentielle de gracier Vital Kamerhe ainsi que les autres condamnés éventuellement. Mais si Vital Kamerhe, comme je l'ai dit, décidait d'aller en cassation, cette mesure de grâce présidentielle ne pourrait lui bénéficier que dans la mesure où la décision deviendra définitive après que la Cour de cassation aura rejeté son pouvoir en cassation et que Vital Kamerhe verrait sa condamnation être confirmée. À ce moment-là, il pourrait alors devenir éligible à une mesure de grâce présidentielle. Alors, supposons qu'aujourd'hui, il bénéficie de cette grâce présidentielle. Serait-il encore éligible pour des fonctions publiques, comme par exemple être candidat aux élections de 2023 ? Je pense que non. Si aujourd'hui, M. Kamerhe, avant les échéances électorales de 2023, venait à être gracié par le président de la République, il ne sera pas éligible pour tout mandat électif, pour la simple raison que la grâce présidentielle n'enlève pas les faits pour lesquels vous avez été condamné. La condamnation va rester intacte, votre casier judiciaire restera entamé, mais vous n'allez plus purger la peine telle que cela a été prononcé par la décision judiciaire. Et donc, la seule chose dont vous allez bénéficier par la grâce présidentielle, c'est de vous rendre votre liberté, mais on va considérer que vous restez condamné et votre casier judiciaire ne sera pas effacé. Il sera mentionné que M. Kamerhe a été condamné à 13 ans de travaux forcés. Est-ce qu'il y a une procédure pour effacer ce casier judiciaire? Oui, il y a une procédure pour effacer les faits infractionnels. Cette procédure ne relève pas de la compétence du président de la République, mais plutôt du Parlement. Seule l'Assemblée nationale peut prendre une loi d'amnistie, laquelle pourrait éventuellement, si Vital Kamerhe faisait partie des bénéficiaires de cette loi d'amnistie, verra les faits infractionnels être effacés et on devra désormais considérer qu'il n'aura jamais commis les infractions pour lesquelles il a été condamné. Et donc, la loi qui va porter sur l'amnistie efface totalement les griefs qui sont reprochés à Vital Kamerhe. Et cette loi peut être initiée par des députés, notamment de son parti, par exemple? Absolument, absolument. C'est une loi, comme toute loi, il y a des procédures pour arriver à ce que la loi soit adoptée. Ça peut venir à l'initiative d'un député qui pourrait proposer la loi d'amnistie. Naturellement, ça ne sera pas facile, mais l'initiative peut venir d'un député de l'UNC. Alors aujourd'hui, justement, l'UNC, le parti de Vital Kamerhe, est en train à déclarer qu'ils vont revoir leurs accords avec le CACH, donc leur alliance avec le président de la République, et a demandé à tous les députés de l'UNC de ne pas participer aux actions de l'Union sacrée dont l'UNC fait partie. Est-ce que le parti, à ce niveau, a le droit de demander à ses ministres, qui font partie de ce gouvernement d'ailleurs, de quitter le gouvernement? Oui, absolument. Heureusement que tu as bien posé la question en disant si le parti a le droit de demander à ceux de ses membres qui font partie du gouvernement de quitter. Effectivement, ça ne peut être qu'une demande. Le parti a le droit de demander cela, mais encore qu'il faudrait que ceux qui sont ministres au sein de ce gouvernement puissent l'accepter, parce qu'ils ne sont tenus légalement par aucune contrainte qui pourrait faire que si le parti leur demandait de quitter le gouvernement et que eux refusaient de quitter, il n'y a aucun moyen de contrainte pour le faire sortir. Et donc, ça ne pourrait se limiter qu'au niveau de la demande. L'UNC a le droit de demander parce que nous sommes dans la sphère politique où c'est un gouvernement qui est fait sur base des alliances et comme nous le savons tous, les alliances se font et se défont. Pour une raison ou une autre, un parti politique peut décider de rompre avec l'alliance et la conséquence c'est que si les membres qui représentent l'UNC au sein du gouvernement sont en harmonie avec le parti, ils pourront à ce moment-là quitter pour manifester leur mécontentement ou leur intérêt par rapport à leur parti. Est-ce qu'ils sont obligés si le parti leur demande de partir? Ils ne sont pas, il y a rien ne le contraint de pouvoir partir. C'est ce que j'ai dit.
L'UNC ne peut que solliciter et demander, mais ce sont des ministres de la République qui ont la liberté d'accepter de partir parce que parmi les voies pour lesquelles un ministre peut perdre ses fonctions, il y a notamment la volonté unilatérale, c'est-à-dire la démission du ministre de pouvoir quitter. Et si aujourd'hui l'UNC demandait à ses membres qui sont au gouvernement de quitter le gouvernement, ça sera par voie de démission justement que ce ministre pourront quitter, d'autant plus que la démission est une action unilatérale de l'individu. Il n'y a aucune contrainte légale qui pèse sur ces ministres pour quitter le gouvernement si ce n'est leur volonté. Maître Adolphe Mpotu Mogbaya, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je rappelle donc que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete et vous êtes également auteur des livres. Merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous retrouve très prochainement pour d'autres éclaircissements juridiques. Merci. Merci beaucoup, M. Armandus.